Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'émission Angle de vue, votre sujet de décryptage donc, des faits de l'actualité sur le continent africain. L'édition de ce jour est consacrée à l'introduction des produits génétiquement modifiés sur le continent. L'Afrique court le danger donc de devenir le dépotoir de l'industrie controversée des organismes génétiquement modifiés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien sûr le rapport d'une enquête menée donc sur le continent à travers donc ces produits OGM. Alors les défenseurs de la technologie du génie génétique diffusent l'argument attractif de culture génétiquement modifiée, apportant donc la deuxième révolution verte et la réponse à la faim en Afrique. Pourquoi donc s'opposer à ces cultures sur le continent? Et si c'est le cas, quelle alternative proposent les Africains donc à l'introduction des produits OGM sur le continent afin de contrer la faim? Ce sera donc le thème de discussion de votre émission Angle de vue pour le compte de ce matin. Et là-dessus, nous avons donc invité pour vous les acteurs du domaine. Mais avant, voici ce qui fait l'actualité sur le continent. La population des éléphants vivant dans les savanes d'Afrique a décliné de 30% entre 2007 et 2014, selon un recensement panafricain inédit. Publié ce mercredi, le recensement des éléphants des savanes doit encore être effectué dans 2 pays, la République centrafricaine et le Soudan du Sud, dont l'accès a été rendu difficile par les crises accompagnées de combats dont ces 2 pays ont été le témoin. À partir de jeudi, une quinzaine de centres de contrôle technique expérimenteront de nouvelles mesures des émissions polluantes des voitures particulières en France. Ce renforcement du contrôle des émissions polluantes a été imposé par la loi de transition énergétique, publiée en août 2015, soit un mois avant les premières révélations sur les moteurs diesel truqués du groupe Volkswagen. Le directeur général de Volkswagen en Corée a présenté ce jeudi ses excuses aux magistrats enquêtant sur la retentissante fraude aux moteurs truqués dont est accusé son groupe. La semaine dernière, Séoul a suspendu la vente de 80 modèles de Volkswagen et infligé au groupe automobile allemand une amende de 17,8 milliards de won, soit 14,3 millions d'euros. L'Afrique fait partie donc du village planétaire et n'échappe donc pas à tout mouvement qui s'opère donc dans ce village. L'entrée progressive des OGM sur le continent est une réalité. Là-dessus, les Africains, surtout ceux qui défendent les cultures biologiques, s'y opposent véritablement, et cela avec des arguments qui tiennent à leurs yeux. Nous avons invité pour vous 2 de ces acteurs sur ce plateau. Il s'agit de Ali Tapsoba, technicien agroalimentaire, président de l'ONG Terre à Vie, porte-parole du collectif citoyen pour l'agroécologie. C'est bien sûr une plateforme de la société civile qui intervient au Burkina Faso. Monsieur Tapsoba, bonjour. Bonjour et merci pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Et également René Segbenou, vous êtes le président de l'ONG Dinoukou, coordonnateur de la coalition de veille OGM au Bénin. Merci également de répondre à notre invitation. Merci aussi à vous de nous avoir invités. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est bien sûr nos invités avec lesquels nous allons donc débattre de cette question cruciale, l'introduction des OGM sur le continent. Mais avant, voici la transition. Monsieur Sebrenou, bonjour à nouveau. Vous avez donc, avec votre ONG Dinoukou, fait beaucoup d'observations dans le cadre de l'introduction des OGM, surtout dans votre pays, au Bénin, et vous avez estimé que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. D'abord parce que les organismes génétiquement modifiés ont vu le jour il n'y a pas longtemps. Et comme vous avez su d'ailleurs le dire, l'argument principal qu'on a donné, c'est que c'est la solution pour la faim sur le continent africain, ce qui est tout à fait faux. C'est une science très jeune. Et vous savez que le continent a réglé ses problèmes de nutrition des millénaires avant, et jusqu'à ce siècle-ci, nous n'avons pas eu besoin des OGM pour nous nourrir. Et pourquoi subitement cela vient? Mais il y a la famine quand même sur le continent, mais il ne faut pas l'ignorer. Il y a beaucoup de... Face aujourd'hui au phénomène du changement climatique, il y a beaucoup de parties du continent qui souffrent quand même de la famine. Non, c'est vrai qu'il y a de la famine à beaucoup d'endroits sur le continent. Mais ce n'est pas dû au problème de la production. C'est dû tout simplement au fait que la production existe, mais nous ne savons pas la déplacer d'un endroit à un autre. Ou alors, il y a des guerres.
vous savez, qui empêchent les gens d'aller produire. Et il y a aussi de mauvaises politiques agricoles qui sont adoptées par la plupart de nos pays. Vous savez, les études ont déjà prouvé aujourd'hui que dans le monde, si on prend le monde entier ensemble, il y a suffisamment à manger dans le monde pour qu'il y ait la famine dans un endroit de cette planète aujourd'hui. Mais le problème, c'est justement que nous avons mal produit parfois, et nous avons produit ça à un endroit et on ne pourra pas l'amener à un autre. Donc, maintenant, si on vient, si on vient à l'argument des OGM comme solution à la faim dans le monde, mais tout ce qu'ils ont dit, on a dit qu'on a fait les OGM pour augmenter la production. Mais ça n'a jamais été vérifié. Ah bon? Oui, tout à fait. Et nous sommes dans un cas... On en viendra tout à l'heure. Monsieur Tapsoba, est-ce que c'est votre avis aussi? Vous pensez que les OGM ne sont pas peut-être des panacées pour la question de la faim en Afrique? Il y a une chose qu'il faut qu'on dise. La question de la faim n'est pas liée à un manque de nourriture dans le monde. Il y a suffisamment à manger pour toute l'humanité et un rapport de l'ONU montre qu'il y a même surproduction alimentaire. Ce qu'il faut retenir, si vous avez faim, il y a deux choses. Soit quelqu'un a confisqué votre nourriture, soit il y a eu une mauvaise répartition de l'alimentation. C'est ça qui est la vérité. Pour vous dire, l'introduction des organismes génétiquement modifiés n'est point pour régler le problème de la faim. L'enjeu est ailleurs. Premièrement, il y a des enjeux au niveau économique. Vous savez qu'avec les organismes génétiquement modifiés, on parle de brevetage du vivant. Les sémences qu'ils utilisent, parce que vous savez bien que les organismes génétiquement modifiés, c'est l'introduction en fait d'une technologie, c'est la manipulation des gènes dans nos sémences. Et selon les conventions, ces sémences appartiennent désormais à ces firmes qui vont positionner des prix. L'enjeu économique est que nos producteurs seront obligés de payer ces sémences. Exemple, au Burkina Faso, le sac de coton coûtait 800 francs pour l'hectare, la sémence du coton. Lorsqu'on a amené les organismes génétiquement modifiés, le même sac est passé à 27 000. Et pourtant, vous avez accepté? Non, nous parce que le n'avons Burkina pas... a fait quand même l'expérience du coton bêté. Non, nous n'avons pas accepté, nous allons y revenir parce que l'introduction des cotons génétiquement chez nous, ça a été en fait une manipulation politique. Je reviens à l'enjeu économique. Il y a la vente des herbicides et des pesticides. Parce que ceux qui produisent les organismes génétiquement modifiés, en fait, conditionnent l'exploitation par l'usage d'herbicides et de pesticides dont eux seuls ont le monopole. Ça, ce sont les enjeux économiques. Au niveau culturel, il y a que vous savez très bien que la question de la production commande l'alimentation. Et avec les sémences, ils vont vous poser, du moins vous contredire à consommer d'autres modes d'alimentation. Ça va toucher vos aspects culturels. Au niveau environnemental, il y a des questions de contamination génétique. Parce qu'avec les phénomènes de pollinisation, on va laisser les gènes dans d'autres productions. Il y a les enjeux politiques parce que les semences vont créer de la dépendance. Nos producteurs vont dépendre de ces films qu'ils produisent. Ce n'est pas seulement sur le continent africain que ça se passe également ailleurs, M. Segbenou. Pourquoi l'Afrique veut rester quand même isolée de l'évolution du monde? Je vais ajouter une chose à ce qu'il a dit, comme inconvénient. Lorsque vous adoptez les OGM, cela veut dire que vous adoptez un mode de culture qui ne vous appartient plus. C'est-à-dire que notre agriculture va être prise en otage. Comme il a dit, celui qui a produit les semences, c'est le même qui produit les pesticides. Oui, c'est le même qui produit les herbicides. Ne fait pas de la culture industrielle quand même. Ah oui, l'Afrique ne fait pas de la culture industrielle. Mais pourquoi vous voulez rester toujours au stade primaire? Non, c'est pas justement. Il n'y a pas que entre l'agriculture, qu'on peut appeler agriculture traditionnelle et l'agriculture industrielle, il y a de la place pour une autre agriculture et que nous faisons, que nous appelons l'agroécologie et qui est efficace, et on aura le temps de le dire dans la deuxième partie de cette émission. Vous voyez, nous n'avons pas que le choix entre ne pas progresser dans l'agriculture et faire l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle a en fait un seul objectif, c'est le profit.
c'est tout. Et ce profit, à quel prix? Alors, l'agriculture industrielle pollue massivement l'environnement. Vous savez, pour faire de l'agriculture industrielle, vous utilisez massivement des pesticides, massivement de l'herbicide, massivement de intrants chimiques. Tous ces intrants-là, ça va dans l'eau, dans l'air et dans l'atmosphère. Vous savez, lorsque vous pulvérisez dans un champ, par exemple de coton bété ou dans un champ de pommes de terre ou dans un champ de pommes fruits, vous savez, 90% des produits que vous avez pulvérisés vont dans l'air, dans l'eau et dans le sol. C'est seulement 10% qui restent sur les produits que vous voulez traiter. Vous voyez, donc on pollue énormément l'environnement. Deuxièmement, ce n'est pas seulement l'environnement. Tout être humain qui est exposé à ces produits garde des traces. Et vous savez, les pesticides, j'ai coutume de les définir comme des poisons dangereux. Ce sont des poisons. Un herbicide, c'est un poison violent. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous l'utilisez, vous empoisonnez donc vous-même et les populations autour. Et les pesticides sont encore reconnus comme des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que ce sont des produits qui empêchent, n'est-ce pas, les systèmes de reproduction. Les hormones de reproduction sont perturbés. Et donc, c'est autant de dangers que l'on apporte, n'est-ce pas, dans le milieu, dans l'agriculture. Oui, ça fait quand même un moment que les Occidentaux l'utilisent dans la production, mais jusque-là, tel que vous présentez le tableau là aujourd'hui, c'est parce qu'on ressent là-bas, M. Tafsouba. Est-ce que vous avez fait quand même l'expérience de coton bété au Burkina Faso? C'est un coton génétiquement modifié. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Expérience lamentable. Il faut préciser que l'introduction des organismes génétiquement chez nous, ça n'a pas été fait avec l'aval de la population du Burkina Faso. C'était un deal politique, sinon des scientifiques émérites, des généticiens, la société civile du moins a rejeté les organismes génétiquement modifiés. Même au départ, l'Union des producteurs de coton a rejeté les OGM chez nous. Si vous voyez qu'on a pu produire les OGM chez nous, il y a eu essentiellement 3 choses. Premièrement, une pression politique. Deuxièmement, la corruption de certains chercheurs. Troisièmement, parce qu'on a proposé l'Union nationale des producteurs de coton d'être actionnaire. Et effectivement, ils sont actionnaires à 30% dans l'interprofession du coton. C'est ça qui ont amené ces gens à accepter la production du coton génétiquement modifié chez nous. Et aujourd'hui, le Burkina, c'est l'expérience lamentable dont le Bénin, toute l'Afrique doit regarder. Parce que quand vous voyez, on a déclaré l'échec du coton bété chez nous sous le prétexte que la fibre est devenue courte et les producteurs ont perdu. Et mieux, ils ont même réclamé 50 milliards à Monsanto pour les pertes. Nous avions dit que le coton génétiquement modifié n'était pas bon depuis 2003. L'histoire vient nous donner raison. Mais si aujourd'hui, M. Segbenou, au Bénin, vous avez lutté, au Burkina Faso, les gens ont fait l'expérience. Il y a beaucoup d'autres pays africains qui sont encore en train d'expérimenter ces cultures. Même en Afrique du Sud, c'est officiel. Ils vendent même, ils produisent, ils vendent. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire sur le continent, puisque tout le monde dit on veut s'opposer, mais des pays africains déjà font l'expérience? Oui, les pays africains ont fait l'expérience et on a vu que c'est une expérience malheureuse. Même en Afrique du Sud, dont vous parlez, là-bas aussi ça a été une expérience malheureuse. Et nous avons des collègues là-bas aussi, des organisations qui luttent comme ça, qui interpellent les gouvernants sur cette question-là. Partout où on a utilisé les OGM jusqu'aujourd'hui, on a connu des problèmes. C'est d'ailleurs pourquoi nous on a dit les OGM, c'est la solution qui devient problème. Maintenant, vous dites que qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Alors, on a prétendu que sans OGM, sans pesticides, sans herbicides et sans intrants chimiques, on ne peut pas nourrir le monde. Et c'est faux. Bon, nous, au lieu de bavader, de chercher à expliquer, nous, à Tchinoukou, nous avons pris un site à Tchefa, à Semenkoji, à côté de vous ici. Et parce que nous avons dit, on nous a dit non, nous sommes allés là-bas. Au milieu de ceux qui produisent là-bas, ils utilisent les pesticides, les intrants chimiques. Nous, on produit, on fait du maraîchage. Les mêmes produits que carottes, choux, boma, concombre,
gombo, on fait tout sans pesticides. Oui, c'est sûr que vous n'aurez pas le même rendement, c'est clair. Non, justement, nous avons exactement le même rendement. Et ce matin, nous étions chez votre consoeur, la BB24. Nous avons présenté des produits là-bas. Si on savait, on allait apporter, nous avons des concombres, des trucs. Et le maïs, c'est exactement la même chose. Dans certains produits, on fait même plus que. Alors, mais, M. Tapsoba, alors en quoi est-ce que les produits génétiquement modifiés menacent véritablement, cette culture-là menace réellement l'agriculture biologique et l'agriculture durable? Alors, déjà avec le phénomène de contamination génétique, par le biais de la pollinisation, nos espèces que nous avons au niveau local peuvent être contaminées par les organismes génétiquement modifiés. Et nous allons nous retrouver avec des semences hybrides dont on ne maîtrise pas ce que ça peut être. Un exemple, chez nous, avec l'introduction du coton BT, nous sommes en voie de soupçonner que des espèces comme le gombo, le bissap qui s'apparente au cotonnier, peuvent avoir reçu ce gène-là. C'est pour ça que nous avons demandé qu'il y ait des études d'impact environnemental. Au niveau des abeilles, avec le phénomène de pollinisation que les abeilles font de façon formidable, on a remarqué que dans les champs où on cultive beaucoup le coton génétiquement modifié, nous n'avons plus d'abeilles. Ça menace intensivement notre agriculture. Et vous savez très bien, la sémence est la mère de toute production. Si on maîtrise vos semences, on va maîtriser votre production. Et si on maîtrise votre production, on va maîtriser votre alimentation. Et si on maîtrise votre alimentation, on va naturellement maîtriser vos politiques agricoles. Alors que l'Afrique a besoin d'une agriculture souveraine, indépendante, qui respecte notre culture, notre environnement, nos modes de vie. C'est ça qui est la réalité. Et les OGM, ça vient pour dégrader tous ces aspects que nous venons de citer. Vous savez très bien, l'année 2014, ce n'est pas un hasard si l'ONU l'a déclaré comme année internationale de l'agriculture familiale. Ça veut dire que nos populations depuis les millénaires ont toujours été nourries par ce mode de production familiale. Aujourd'hui, ce qui va venir déréglementer cette façon de produire, ça va tuer notre agriculture. Ça va tuer votre agriculture, mais est-ce que ça tue également la biodiversité? C'est ce que les gens avancent. Vous êtes en phase d'expérimentation, vous avez dit sur un site, on n'a pas forcément besoin de le nommer ici, mais est-ce que véritablement vous avez noté entre vous et ceux qui sont en train de pratiquer des pesticides à vos côtés qu'il y a une certaine dégradation de la biodiversité? D'abord, la dégradation de la biodiversité, ce n'est même pas lié à un seul site. C'est lié d'une façon générale à l'écosystème dans lequel on introduit les organismes génétiquement modifiés. Comme mon collègue vient de dire, lorsque vous faites ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Lorsqu'on introduit les organismes génétiquement modifiés, c'est souvent appuyé par beaucoup d'argent. C'est dans le cadre d'un projet. Et ce projet vous pousse à utiliser une semence au détriment des autres semences. Quand on fait ça, qu'est-ce que vous faites? Progressivement, vous délaissez vos semences locales. Et puis progressivement, c'est les semences génétiquement modifiées qui prennent la place. Comme il a dit, avec les semences génétiquement modifiées, vous devez chaque année retourner acheter à celui qui l'a produit. Il a déjà mis un brevet là-dessus. Donc vous n'êtes plus souverain. Vous n'êtes plus souverain, vous êtes dépendant d'eux. Et lorsque vous allez avoir un problème, parce que ces semences-là, comme nous l'avons vu pour le coton BT au Burkina Faso, il y avait des problèmes. Et imaginez que pendant ce temps, on a supprimé complètement la production de semences de coton conventionnel. Lorsqu'on va dire, nous avons des problèmes, nous laissons tomber cette semence, retourner à nos semences, on ne va plus les retrouver. Et on va être dans une situation encore catastrophique parce qu'on aura détruit ce que vous avez. Ce qu'on vous a apporté est devenu un problème et vous vous trouvez dans une situation où vous ne pouvez plus aller de l'avant ni en arrière. Est-ce que vous voyez? C'est là déjà l'érosion qu'on appelle l'érosion génétique. Est-ce que vous voyez? Donc, si on ne fait pas attention, déjà, l'Afrique est parmi les continents sur lesquels nous avons le plus grand nombre de ressources génétiques aujourd'hui non exploitées. Et sans savoir ce que nous avons autour de nous, vous voyez, nous allons nous jeter sur une solution nouvelle qui vient de l'extérieur, dont nous ne maîtrisons même pas la production. Au Burkina, lorsqu'ils ont accepté le coton génétiquement modifié, vous savez qui leur a fourni ça? C'est Monsanto qui a fourni le coton. Et il a fourni de l'extérieur. Et en tout temps, les gens ont dit, mais si vous transformez notre coton,
qui va avoir la paternité du nouveau coton alors que vous avez pris notre coton, vous l'avez transformé. Vous voyez? Donc, nous disons que si on veut préserver vraiment la diversité biologique qui est la base de la vie, nous trois qui sommes ici, nous sommes différents l'un de l'autre. Et dans la nature, c'est comme ça. Tous les êtres vivants sont spécifiques et c'est ce qui fait que nous résistons et que nous résistons à la mort. Donc, à la disparition, je veux dire. Voyez? Donc, préserver la diversité biologique, c'est préserver la vie pour tout le monde. Alors, et pour la plante, les plantes, et pour les animaux, et pour les hommes sur la planète. Voilà, le débat se pose, à mon avis, parce que ces produits génétiquement modifiés, vous viennent de l'extérieur, Oui. Mais vous avez des chercheurs aussi bien au Nigeria, à Ibadan, qui travaillent sur les cultures, également à Ita, au Bénin, qui travaillent également sur la recherche agricole. Si entre-temps ils aboutissaient à des résultats qui tendent vers ces cultures génétiquement modifiées, allez-vous rejeter ces résultats? Je tape Soba. Alors, il faut dire que nous exigeons en fait un moratoire de 10 ans pour permettre à nos chercheurs d'avancer davantage dans les recherches pour mieux comprendre le phénomène avant d'opter d'y aller ou pas. Cela veut dire que quand vous regardez la question de l'agriculture dans nos pays, il y a beaucoup de chercheurs qui ont déjà fait des recherches. Il y a les semences améliorées. Déjà, c'est le moindre mal quand même quand nous préférons que les semences restent traditionnelles. Il y a assez de trouvailles qu'on n'a même pas suffisamment exploité. Pourquoi nous allons aller chercher des problèmes avec les organismes génétiquement modifiés qui ont fait des conséquences dans beaucoup de pays, en Argentine, au Brésil, en Inde, même au niveau de l'Europe. Et d'autres chercheurs ont même pu démontrer que la consommation de ces organismes génétiquement modifiés par les animaux crée des tumeurs de cancer. Je cite le professeur Seralini, au moins qui a fait l'expérience de nourrir les rats avec du maïs OGM et il s'est rendu compte que les rats développaient des tumeurs. Il y a pas mal d'autres expériences. Monsanto avait fait une hormone, Posilac, sous le prétexte d'augmenter la production en lait des vaches. Lorsque ces vaches ont été injectées par Posilac, à la place du lait, c'est des pus qui sortaient. Il y a pas mal d'autres expériences comme ça dans le monde qui nous convainquent que nous n'avons pas besoin d'organismes génétiquement modifiés. Donc ça constitue également une menace pour l'espèce humaine. Ah, tout à fait, justement. L'exemple qu'il a donné, c'est un exemple très parlant. Ça s'est passé au Canada. Et j'ai été obligé de corrompre, n'est-ce pas, des chercheurs pour pouvoir introduire le Posilac. Parce qu'on savait déjà que c'était contaminé. C'est la même chose, vous voyez, au Burkina Faso. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que le coton BT passe, et les gens savaient au départ, à l'introduction du coton sur le marché, que ça n'allait pas. Mais autour de ça, ils ont organisé des mensonges. Et donc, ils ont dit que le coton génétiquement modifié était bon. C'est ce qui va se passer pour la nourriture. Ils ne nous diront jamais la vérité. Pourquoi? Parce que tout aliment génétiquement modifié qu'on introduit sur le marché n'est testé que pendant 3 mois. Et c'est celui qui a fait l'aliment génétiquement modifié qui le teste et dit voilà, c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Est-ce que vous voyez? Donc nous disons que vraiment, si on veut réellement nourrir la population de chez nous, c'est pas vers ces produits dangereux qu'il faut aller. Vous apportez une précision. Alors, le cas du Burkina, il a parlé de rendement. Lorsqu'on introduisait le coton génétiquement modifié chez nous, il y a eu 3 mensonges. Monsanto a fait comprendre aux producteurs que le rendement allait augmenter d'environ 30%. Cela s'est avéré faux. Nous avons ici le mémorandum de l'association interprofessionnelle du coton, mémorandum qu'ils ont adressé à Monsanto. À l'intérieur, leurs propres statistiques disent qu'on a eu un rendement inférieur à 10%. Le deuxième mensonge, ils ont fait comprendre qu'avec le coton génétiquement modifié, on allait réduire le traitement à l'herbicide de 6 à 3 traitements. Dans leur même mémorandum, on s'est rendu compte que les producteurs ont fait les traitements de 4 à 6 fois. Troisième mensonge, ils ont fait comprendre qu'avec le coton génétiquement modifié, on allait exploser davantage sur le marché international. Contraire, le coton burkinabé, qui était premier au niveau de l'Afrique en 2007, en 2008, lorsqu'on a commencé à commercialiser le coton génétiquement modifié, à partir de 2011, il y avait déjà des pertes chiffrées en milliards. Et vous avez constaté, en 2016, on a déclaré lamentablement l'échec du coton. Le coton burkinabé qui était prisé au niveau international est devenu un coton bas de classe, un coton que personne ne
VHT, nous sommes devenus derniers. Et c'est pour ça que nos producteurs ont dit qu'ils vont revenir à partir de cette année la production des semences conventionnelles. Alors, agriculture conventionnelle donc, sur le continent africain, vous estimez qu'aujourd'hui, les produits génétiquement modifiés ne sont pas donc menacés pour la faim en Afrique. Vos chercheurs sont également actuellement dans les laboratoires en train de travailler. Je sais, Benoît, sincèrement, qu'est-ce qui va se passer si véritablement l'Afrique n'opte pas pour les cultures génétiquement modifiées et qu'elle doit faire face à la famine? Non. Rejeter les cultures génétiquement modifiées, ce n'est pas faire l'option de la famine. Parce que, à part les cultures génétiququement modifiées, il y a l'agriculture. Il y a une forme d'agriculture qui prospère. Nous sommes en face aujourd'hui des changements climatiques où il ne pleut pas dans certaines régions, oui, où il y a un phénomène El Niño qui assèche également d'autres régions, oui, et vous voyez les images à travers les médias. Est-ce que vous savez que c'est l'agriculture industrielle qui a provoqué les changements climatiques? Pourquoi? Parce que la pratique de l'agriculture industrielle, c'est quoi? C'est de la monoculture. C'est-à-dire quand vous allez dans les pays qui produisent de soja, par exemple génétiquement modifié, c'est un désert de soja. Donc, ils ont créé quoi? Ils ont créé des problèmes au niveau de l'agriculture au lieu de les résoudre. Et face à ça, comme il a dit, et la FAO est d'accord avec ça, et on dit que l'agriculture familiale, c'est la voie royale si nous voulons produire et nourrir les populations de chez nous. L'année dernière, la FAO a fait 3 conférences, comment on appelle ça, régionales, sur l'agroécologie. Pour dire que l'agroécologie, désormais, c'est la solution. Pourquoi? L'agroécologie, c'est l'agriculture qui utilise les moyens, les ressources locales pour produire. C'est l'agriculture qui se fait tout en respectant la nature, sans pesticides, sans herbicides et sans fertilisants chimiques. Et cette agriculture-là est en passe aujourd'hui de résoudre le problème de la production. Production pour même les produits de rente, comme aussi production des produits vivriers. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, notre IAM n'a jamais encore été génétiquement modifié. Le manioc que nous consommons aujourd'hui n'est pas génétiquement modifié et je peux continuer le sorgho et autres. Et nous produisons les statistiques de l'ONASA. Si vous les rapprochez de ça, sans aide, vous voyez, les paysans, l'agriculture familiale, aujourd'hui, chez nous, se pratique sans soutien. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'interpeller les décideurs politiques. On va arriver tout à l'heure donc à ces propositions. Voilà. M. Tapsouban va sortir donc de ce thème. Vous estimez que les produits génétiques ne sont pas donc une panacée pour la faim sur le continent. Qu'est-ce qu'on va faire pour véritablement régler cette crise? Parce qu'on sait que l'Afrique vit vraiment la crise de la famine. Il faut dire que la solution, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, c'est la pratique qui respecte l'homme, la nature, l'eau, la terre, les semences. Et c'est démontré pendant des millénaires, c'est cette pratique qui a nourri l'humanité. Vous avez parlé tout de suite un lien entre les changements climatiques et la famine. Moi, je vous dirais que c'est plutôt les OGM qui vont créer la famine. Parce que premièrement, une famine qu'on peut provoquer à partir du moment où ces multinationales sont maîtres des semences, ils peuvent nous affamer. Deuxièmement, vous savez que l'organisme génétiquement modifié, c'est des toxines qu'on met à l'intérieur de ces semences. Ces toxines vont empoisonner le couvert végétal, contaminer les nappes. Et c'est ça qui va créer une déréglementation. Et le sol ne pourra plus produire, c'est ça qui va créer la famine. Donc, c'est l'agroécologie qui a la solution pour nourrir le monde. Et encore, je reviens à une conviction que j'ai dit en préambule. Le monde, l'humanité, n'a pas faim parce qu'il manque la nourriture. Le problème de la faim est dû soit à une confiscation de notre alimentation ou à une mauvaise répartition de notre alimentation. Ça, c'est une vérité. Merci donc à vous, c'est votre vérité. Je crois que chacun la partage sur ce plateau ici. Le monde n'a pas faim. C'est peut-être quelqu'un, quelque part, qui aurait confisqué donc la nourriture de l'un
ou de l'autre. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour la première partie donc, de discussion sur ce thème. Nous restons donc sur les produits OGM. Retrouvons ce qui fait l'actualité, le temps d'installer confortablement à nouveau nos invités. La population des éléphants vivant dans les savanes d'Afrique a décliné de 30% entre 2007 et 2014, selon un recensement panafricain inédit. Publié ce mercredi, le recensement des éléphants des savanes doit encore être effectué dans 2 pays, la République centrafricaine et le Soudan du Sud, dont l'accès a été rendu difficile par les crises accompagnées de combats dont ces 2 pays ont été le témoin. À partir de jeudi, une quinzaine de centres de contrôle technique expérimenteront de nouvelles mesures des émissions polluantes des voitures particulières en France. Ce renforcement du contrôle des émissions polluantes a été imposé par la loi de transition énergétique, publiée en août 2015, soit un mois avant les premières révélations sur les moteurs diesel truqués du groupe Volkswagen. Le directeur général de Volkswagen en Corée a présenté ce jeudi ses excuses aux magistrats enquêtant sur la retentissante fraude aux moteurs truqués dont est accusé son groupe. La semaine dernière, Séoul a suspendu la vente de 80 modèles de Volkswagen et infligé au groupe automobile allemand une amende de 17,8 milliards de won, soit 14,3 millions d'euros. Nos invités n'ont pas changé, le sujet reste également le même, mais cette fois nous versons donc dans les perspectives. Ils en ont Tafsoba Ali, technicien agroalimentaire, président de l'ONG Terre à Vie, porte-parole du collectif citoyen pour l'agroécologie. Il nous vient donc du Burkina Faso. René Segbenou, président de l'ONG Dinoukon, coordonnateur de la coalition de veille OGM au Bénin. Vous êtes donc restés avec nous. Désormais, l'Afrique, avec une douzaine de pays qui ont déjà expérimenté les produits génétiquement modifiés, a réalisé, l'Afrique, je veux dire donc a réalisé que ces produits introduits sur le continent ne font pas donc bon ménage avec l'agriculture biologique, comme vous l'avez souligné sur ce plateau. Alors, que faire désormais, René Segbenou? Voilà, que faire? 1. Il faut privilégier les solutions qui sont les solutions de chez nous. Parce que les OGM, c'est des solutions conçues, organisées de l'extérieur. Lorsque vous reposez sur des solutions qui viennent de l'extérieur, vous n'en avez pas la maîtrise et vous courez à la catastrophe. Donc, d'abord, prenons, soyons d'abord confiants en nous-mêmes et utilisons les solutions qui sont de chez nous. Et de chez nous, il y en a énormément. Vous parlez tout à l'heure des propositions que vous voulez faire aux autorités. Voilà. Et je voudrais donc interpeller les autorités d'abord pour dire ceci, que si nous voulons réellement lutter, comme on dit, pour la production et de sorte que nos populations soient nourries sainement, pas seulement nourries, parce que rien que la nourriture, ça ne suffit pas, il faut que ce soit sain, sinon on est malade. Donc, je pense qu'il faut financer l'agriculture familiale. Et c'est l'agriculture pratiquée par le plus grand nombre de producteurs agricoles aujourd'hui chez nous. Chez nous, prenons le cas du Bénin, 70% des producteurs agricoles de chez nous, minimum, n'est-ce pas, 70%, font de l'agriculture familiale, sinon presque tous. Ouais. Et si on veut demain que nous puissions régler le problème agricole chez nous, c'est ceux-là qu'il faut financer. Or, aujourd'hui, c'est seulement maintenant, ces temps-ci, qu'on parle du Fonds national de développement agricole, vous voyez. Et ce qui nous a nourris jusqu'ici, et j'ai déjà dit ça, ce qui nous a nourris jusqu'ici, c'est le travail des producteurs qui pratiquent l'agriculture familiale. Et ils ont fait ça jusqu'aujourd'hui sans un soutien réel. Les politiques agricoles de chez nous, malheureusement, n'est-ce pas, ont pris en compte quoi? Ils ont pris en compte, n'est-ce pas, l'idéologie que pour faire de l'agriculture qui produit beaucoup, il faut utiliser beaucoup, il faut des pesticides, il faut faire de l'agriculture industrielle. Or, on a dit ça tout à l'heure, les pays dans lesquels on a pratiqué l'agriculture industrielle, ils sont en train de revenir de l'agriculture industrielle. Vous allez en Europe aujourd'hui, vous voyez, partout, c'est des boutiques qui s'affichent bio. Et tout le monde veut manger sain, et tout le monde veut manger bio. Or, en Afrique, nous sommes en situation de mieux produire le bio que les gens en Europe qui ont pendant longtemps utilisé. Alors vous allez proposer alors les mécanismes sur lesquels vous fondez pour penser que l'Afrique peut proposer ou cultiver mieux
les produits bio. Alors, M. Tapsoba, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui proposer aux agriculteurs africains quand ils vont s'opposer, tel que vous le souhaitez ici, à l'importation des produits OGM ou à la culture des produits OGM sur le continent africain? Quelle alternative est-ce que vous proposez à ces agriculteurs? Nous avons déjà dit que l'alternative se trouve dans l'agroécologie. Il faut des pratiques agroécologiques. C'est-à-dire? Les pratiques agroécologiques, ce sont des pratiques, des modes de production qui vont utiliser uniquement des intrants naturels, pas d'intrants chimiques. Mais est-ce que nous avons la capacité de produire ces intrants naturels? Il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Les pratiques agroécologiques, ce sont les pratiques qui vont utiliser nos semences locales. Les pratiques agroécologiques, ce sont les pratiques qui vont respecter nos modes d'alimentation. Les pratiques agroécologiques, ce sont les pratiques qui vont respecter la terre et l'eau. Je sais que vous venez de pays des hommes intègres, mais est-ce que véritablement vous consommez rien que les cultures africaines, je veux dire? Rassurez-vous, au Burkina Faso, les gens aiment vraiment la consommation du local. Parce qu'il y a eu un travail de mentalité qui a été fait par le président Sankara et ça demeure. Nous allons aussi souhaiter résumer cette pensée en une phrase. Produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Parce que seul le développement endogène peut amener les pays de l'Afrique à développer leur agriculture. C'est le développement endogène qui est vraiment la solution. Et pour ce développement endogène, il faudrait qu'on réforme l'école. Il faut voir les curricula qui seront en phase avec la production de l'agriculture. Il faut aussi financer la recherche. Il faut des financements au niveau national pour nos chercheurs afin de les permettre de faire encore mieux leur avantage. Il faut encourager nos paysans par des financements, par la mécanisation, par des appuis techniques. Il faut aussi organiser les filières de production et encourager la consommation. C'est ça qui va permettre de développer l'Afrique. Et c'est ça qu'on retrouve dans l'alternative qui est l'agroécologie. L'agroécologie, vous avez dit qu'il y a des dispositions, des conditions pour favoriser donc la culture agroécologique. Et lesquelles disposez-vous aujourd'hui au Bénin? Nous sommes nous-mêmes en train de pratiquer cela. Vous savez, si vous voulez qu'une plante pousse bien, il faut d'abord vous occuper du sol. C'est que la plante est un animal, comme nous-mêmes les êtres humains, c'est la même chose. Si vous vivez dans un environnement pollué et qui n'est pas favorable à la santé, vous tombez malade. Donc, un, on soigne le sol. Deux, un agriculteur, c'est quelqu'un qui s'occupe de son champ. Il ne met pas le maïs, il s'en va et il revient pour voir si le maïs a poussé. Et quand vous faites ça, vous faites de la prévention. Aujourd'hui, nous avons des moyens naturels pour traiter. Vous savez, le Nîmes, c'est un arbre vraiment qui est génial. L'huile de Nîmes, les graines de Nîmes, par exemple, les feuilles de Nîmes peuvent servir à traiter. Ce sont des pesticides naturels. Vous avez les papayers, les feuilles de papayer. On peut traiter avec l'ail que nous utilisons nous-mêmes. Traite le piment. Et ainsi de suite. Donc, mes invités, je crois que vous avez raison, mais au-delà de tout, vous savez très bien que ces produits OGM, c'est pas seulement dans le secteur agricole, on les retrouve également au niveau de la pharmacie, également au niveau de l'industrie. Alors, comment est-ce qu'on peut les contrôler? C'est un réel problème, même si vous, au plan local, vous ne les cultivez pas. On peut toutefois les introduire dans les supermarchés, vous allez les acheter. À cet effet, nous allons donc écouter rapidement ce petit élément que nous avons réalisé et revenir sur le plateau. Très bien. La formation et l'information du corps de contrôle et d'inspection sur les OGM et sur le cadre juridique de la biosécurité au Bénin est un creuset d'échanges que ces acteurs ont initié pour passer aux actes concrets s'agissant de la lutte et le contrôle des produits OGM sur le territoire béninois. Le protocole de Cartagena est un mécanisme qui permet de lutter contre les risques liés à ces produits. C'est pour, les informer de la mise en œuvre de ce protocole-là. De les informer également de ce qu'on entend par OGM et des risques que cela peut avoir. Et également de les informer pour qu'ils soient en alerte par rapport à la circulation des OGM. Parce que ces OGM vont venir au Bénin, puisqu'on n'en produit pas, ça doit venir de l'extérieur. Et ça doit venir de l'extérieur, ça ne peut être qu'à travers nos frontières.
Certains scientifiques estiment que la diffusion de la biotechnologie conduira à un appauvrissement de la diversité génétique. De plus, comme pour le maïs transgénétique, la culture OGM est souvent une monoculture et cela risque d'appauvrir les sols. Il y a aussi diminution des espèces cultivées. On se rend compte que l'étude des effets des organismes modifiés doit se faire au cas par cas afin de prévenir d'éventuels dommages non prévus envers l'environnement mais aussi l'homme. Il y a des produits OGM qu'on utilise dans la santé, il y a des produits OGM qu'on utilise dans l'agriculture, il y a des produits OGM qu'on utilise même dans l'industrie. C'est de faire attention pour que s'il y a des risques, que ces risques-là ne nous emportent pas. Mais comme vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un processus scientifique, c'est l'évolution de la science. Et la science n'est pas une panacée. Quand on crée, disons, quand on fait une invention scientifique, ça a toujours des avantages et des inconvénients. Donc nous sommes là pour limiter les inconvénients. Le débat sur l'entrée des OGM sur le territoire béninois reste d'actualité. Voilà, le débat reste d'actualité. Le protocole de Cartagena, est-ce que vous en savez quelque chose, M. Segouin? Le protocole de Cartagena, c'est un protocole qui justement réglemente la circulation des OGM d'un pays à un autre. Lorsque vous devez, par exemple, importer ou exporter des OGM de votre pays dans un autre pays, vous devez respecter une réglementation. Vous devez, n'est-ce pas, comment on appelle ça, faire l'État qui doit recevoir. Est-ce que l'ONG Djinoukou intervient à ce niveau-là? Mais nous intervenons à ce niveau parce que lorsque nous faisons de la sensibilisation, nous informons les producteurs agricoles sur justement cette réglementation-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas introduire les OGM dans un pays si par exemple il n'y a pas en place ce qu'on appelle la loi biosécurité. Il doit y avoir une loi biosécurité. Et cette loi doit déterminer, n'est-ce pas, comment on appelle ça, les procédures par lesquelles vous devez introduire les OGM dans un pays. Et parmi les procédures, il y a ce qu'on appelle l'information au préalable. C'est-à-dire que celui qui reçoit ça, il doit savoir au préalable ce qu'il reçoit. Ensuite, il est dit que vous devez faire de l'information publique. C'est-à-dire qu'on ne doit pas introduire les OGM dans un pays sans que les populations soient informées et que le public soit informé et qu'on en débatte. Alors, l'ONG Terre à Vie, vous intervenez également dans cette lutte au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous faites concrètement à cet effet? Qu'est-ce que vous faites par rapport au protocole de Cartagena? Alors, nous faisons ce qu'on appelle déjà un renforcement de capacité. Il faut que les gens sachent exactement ce qui se trouve dans ce protocole de Cartagena. Nous faisons aussi un plaidoyer par rapport à cet instrument-là que malheureusement les gouvernants n'exploitent pas parfois dans le bon sens. Quand on vous parle de la question de l'étiquetage, vous allez vous rendre compte que la plupart des produits que nous consommons ne sont pas étiquetés. Alors qu'en principe, le protocole prévoit que le consommateur a le droit de savoir, quand il a face à un produit, est-ce que c'est un produit génétiquement modifié ou pas. Donc nous faisons aussi ce travail-là. Alors aussi aujourd'hui, il est demandé à chacun de vous, en tant qu'ONG, de formuler des doléances auprès des gouvernants. Monsieur Sengenou. Alors, je dois dire d'abord à la décideurs politiques de notre pays que l'agriculture qui doit sauver notre pays, c'est l'agroécologie, comme nous venons de le dire. Et nous avons dit aussi tous les caractères de cette agriculture-là, ce que c'est, ce à quoi ça sert et les avantages. Nous avons dit ça. Donc, nous souhaitons que les décideurs de notre pays, en ce qui concerne la politique agricole, qu'ils puissent intégrer que si l'on veut produire durablement en respectant la santé publique, la nature et l'environnement, le choix qu'il faut faire, c'est de produire sans pesticides, sans herbicides et sans intrants chimiques. Et cette agriculture-là, elle est possible. Aujourd'hui, si nous voulons que notre pays avance au plan agricole, nous devons financer l'agriculture familiale parce que c'est vraiment l'agriculture qui a nourri depuis et qui nourrit encore notre pays. Nous devons faire de la recherche pour soutenir cette agriculture-là parce que toute la recherche aujourd'hui, le financement, l'encadrement même de l'agriculture n'est pas en faveur de l'agriculture familiale, même si dans le discours politique de chez nous, le mot agriculture familiale sort. Mais dans la réalité, lorsqu'on voit
vers quoi les moyens sont tournés? Les moyens sont tournés vers l'agriculture industrielle. Et ce choix n'est pas le choix de l'avenir. Monsieur Ali Tapsoba, vous êtes donc pratiquement à la fin de cette émission aux décideurs burkinabés qui aujourd'hui ont accepté avec vous rejeter d'abord la culture de coton BT. Qu'est-ce que vous avez à leur proposer? Déjà, il faut faire attention parce que ce n'est pas totalement évident que les politiques burkinabés ont rejeté à 100% le coton génétiquement modifié. C'est sous la pression de la société civile qu'ils ont reculé. Donc nous, ce que nous allons dire, nous allons en fait en appeler à la responsabilité des gouvernements africains, à la responsabilité des décideurs africains, de faire en sorte qu'ils soient en train de gouverner des populations saines et non des populations malades. De faire en sorte qu'ils adoptent des lois d'orientation agricole qui sont en phase avec nos réalités socio-culturelles. Il va falloir que nos gouvernements prennent au sérieux cette question du droit des communautés locales sur les ressources génétiques. Cela est très important. Il faut aussi que nos gouvernants fassent en sorte qu'on puisse avoir une alimentation saine dans nos États. C'est cet appel-là que nous souhaitons faire à tous les gouvernants d'Afrique. Dans tous les cas, aujourd'hui, il n'est plus question de laisser un seul pays se battre seul face à ces multinationales, face à certains gouvernements corrompus qui veulent introduire les organismes génétiquement modifiés. Je vous informe qu'il y a un tribunal international Monsanto prévu en octobre à La Haye. Et par rapport à ce tribunal international Monsanto, nous sommes en train de mettre des fonds africains pour la souveraineté alimentaire. Nous allons maintenant mutualiser la lutte. Ce qui va se passer au Bénin, les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Togolais vont réagir. Ce qui va se passer dans n'importe quel angle de l'Afrique, nous allons avoir une réaction africaine. Nous allons mutualiser la lutte parce que nous avons remarqué que nos gouvernants, ils mutualisent leur forme de faire la politique. C'est ce message fort que nous allons lancer. L'Afrique ne veut donc pas de culture génétiquement modifiée sur son sol. C'est bien sûr la vision que les uns et les autres ont partagée tout au long de cette émission. Et ce sera donc tout pour cette émission Angle de vue. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.